Bonsoir Marine Tourdelier. Bonsoir, le problème c'est quand j'ai ça en face, je lis. Bah oui, forcément, ça donne envie. J'aurais été déçue que vous veniez sans votre veste verte. Je suis ravie de voir que vous n'avez pas dérogé à la règle. Cyprien, de retour avec nous, toujours en Movember. J'ai pas rasé la moustache. Entre-temps. Comme Mediapart nous a raidé, la comparaison avec Louis Plenel quand même. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. N'est-ce pas. Et donc, Emilio, évidemment, du service politique de l'Humanité, grand reporter à l'Humanité. Merci à tous les deux donc, de nous avoir rejoints, en même temps que Marine Tourdelier. On va commencer par une question d'actualité qui s'impose autour de la situation à Mayotte, qui est extrêmement grave. En préparant l'émission, on a beaucoup échanger sur le fait que, alors, déjà, vous aviez répondu à pas mal de questions sur ce sujet-là. On n'avait pas envie forcément de vous poser exactement les mêmes questions que les autres, pour être très honnête. Mais surtout, il y a la question du réchauffement climatique, des raisons écologiques de cette situation à Mayotte. Mais surtout, ce qu'on avait envie de vous poser comme question, c'est comment on fait pour que ça ne se reproduise pas dans 5 ans, dans 10 ans. On sait que le mal logement là-bas, c'est une catastrophe. Donc comment est-ce qu'on agit pour que Mayotte ne se retrouve pas dans la même situation dans quelques années ? Déjà, on voit bien qu'avec le changement climatique, ce genre de phénomène est amené à être de plus en plus régulier et à s'intensifier dans sa violence. Donc, il y a un vrai sujet c'est comme avec le barrage face au Rassemblement national, c'est les digues face à la mer, et qu'à un moment, quand l'océan monte, vous pouvez construire des digues, mais les moments où en fait, si vous n'agissez pas sur le niveau de la mer, vous pouvez construire des digues toujours plus hautes, il y aura toujours un moment une submersion. Et les catastrophes naturelles, il y a un côté un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est pas vrai que l'homme et le progrès pourront toujours construire des techniques de plus en plus sûres qui feront qu'on sera à l'abri de toute catastrophe naturelle si elle s'intensifie et qu'on n'agit pas sur le changement climatique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez raison d'insister sur le sujet du mal logement à Mayotte. Et le mal logement vu de Mayotte, c'est pas le mal logement vu de l'Hexagone. Et je vous le dis, moi, en étant du Pas-de-Calais, vous savez, c'est le département où je pense qu'on est dernier dans les statistiques de l'Hexagone sur plein de sujets. Et au printemps dernier, j'ai eu l'occasion donc d'aller soutenir nos copains écologistes en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, puis à La Réunion. J'ai terminé par Mayotte. Je me suis pris des claques, vraiment. Tellement la situation est difficile. J'ai eu honte, au nom de la République française, de voir dans quel état on laissait ces territoires. Et je me plaindrai plus jamais d'être du Pas-de-Calais, en fait, sur rien. Parce que le Pas-de-Calais, par rapport à tous les départements et les territoires d'outre-mer dont je viens de parler, c'est au-dessus, en fait, dans les classements. Et Mayotte, c'était le pompon du pompon. Et concrètement, déjà, c'est pas l'eau courante toute la journée, sur tout le territoire de Mayotte. C'est pas l'électricité tout le temps, sur tout le territoire de Mayotte. Les services publics, l'hôpital, les écoles, c'est complètement sous-doté et sous-staffé et sous-dimensionné par rapport à la population qui croît tellement vite qu'en fait, rien ne suit. Et puis, j'y étais au moment de Venbouchou 2. Et donc, vous vous rappelez, Venbouchou, c'est l'opération que lance Gérald Darmanin, jamais avare d'une bonne idée, qui se dit, il y a des bidonvilles, parce que là-bas, il y avait des bidonvilles encore il y a 10 ans à Hénin-Beaumont, des Bosniaques qui étaient arrivés en 1991, qui avaient installé, voilà. Et là, c'est ça quasiment sur toute l'île. Et en fait, Venbouchou, c'est dire, on veut lutter contre l'insalubrité du logement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ils arrivent avec des bulldozers, ils rasent tout, les abris de fortune que les gens se sont construits, le tuyau d'arrosage qui sert à nourrir les 2-3 baraquements. Donc, on rase tout. Les gens n'étaient pas relogés. Les gens, non seulement ils n'étaient pas relogés, mais ils n'étaient pas expulsés non plus. Donc, en fait, ils restent là. Et il y avait un stade de sport, et donc les gens, ils étaient sur des cartons par terre, mais par une chaleur écrasante. C'était même pas avoir une bâche ou voilà, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, quoi. Et donc ils étaient dans le stade, on les avait sortis, c'était sur le trottoir, et dès qu'ils voyaient les autorités, pour eux, c'était le danger. Et donc là, quand il y a eu cette catastrophe, moi je me suis dit, voilà, parce qu'avec Venbouchou, en fait, moi quand j'y suis allée, c'était Venbouchou 2. Et donc, ils se rappelaient de Venbouchou 1. Donc, les gens, ils entendaient Venbouchou, ils allaient se planquer dans les montagnes, les trucs. Ils ne voulaient pas être arrêtés. Et en fait, ils reconstruisent toujours plus loin dans les montagnes. Dans un accessible, moi, ils m'avaient reconnu, j'avais fait quelques télés sur place. Donc, ça veut dire, c'est la dame des écologistes, on la laisse rentrer, on va vous montrer comment on habite, les enfants, les trucs. J'étais effarée, j'avais honte. Et c'était pas... j'entendais M. Bayrou qui disait, il y a les illégaux, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, dans ces bidonvilles, il y a aussi des Mahorais. Je le dis pour ceux qui disent les Comoriens, on s'en fout, je ne pense pas qu'ils nous regardent, mais même ceux qui disent on aide vraiment que les Français, tout ça, ils habitent aussi, pour certains, dans ces bâtiments-là. Et
C'est incroyable. Et donc, quand on dit qu'on ne retrouve pas certains... Enfin, il y a beaucoup de disparus et pas beaucoup de victimes comptées en termes de morts aujourd'hui par rapport au nombre de disparus. Certains disaient que ça va être des centaines, des milliers, et en fait, on ne trouve pas de corps. Mais en fait, c'est parce qu'ils enterrent directement, parce que dans certaines religions, vous savez qu'il faut enterrer en 24 heures. Et puis aussi qu'il y a des corps que peut-être on ne retrouvera jamais, qu'il y a eu des coulées de boue, enfin voilà, tout ça est effroyable. Et je ne sais pas comment cette île se relèvera, mais si on a reconstruit Notre-Dame en 5 ans, n'est-ce pas? J'imagine que Emmanuel Macron, notre président de la République, mettra autant d'énergie à reconstruire cette île. Voilà. Mais merci. Avant de passer là-dessus, je me permets juste, parce qu'on m'a demandé de le dire avant, enfin, à l'issue de la question Mayotte, pardon, l'Humanité s'associe au Secours populaire français pour un appel aux dons en soutien de Mayotte et de sa population, et donc on encourage les viewers à y participer. Voilà. Et pardon, Mejda. Non, mais je t'en prie, Emilio, tu m'interromps quand tu veux, il n'y a aucun souci, pas de problème. Marine Tourdelier, hier, pour repasser plus là sur l'actualité du pays post-censure, hier, vous avez été reçue à Matignon par François Bayrou dans le cadre de ces consultations. À quoi ça servait d'y aller? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment ça s'est passé ce rendez-vous? Alors, à quoi ça sert? Je ne sais pas si je vous convaincrai, mais moi, j'estime que dans une république et une démocratie comme la nôtre, on n'est pas d'accord avec beaucoup de monde et sur beaucoup de choses, comme à peu près les Français d'ailleurs entre eux, il n'y a pas de problème, mais que le moment où on arriverait dans l'incommunicabilité serait vraiment un problème. C'est-à-dire qu'on n'est même plus capable d'être dans la même pièce pour s'expliquer sur quoi et pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Moi, en tant que chef de parti des écologistes, ce n'est pas notre ligne. Et vous savez, et tous ceux qui nous regardent savent, que tenir une ligne, on sait ce que c'est, que tenir un mandat, on sait ce qu'on sait, et qu'on est quand même connu pour avoir le mérite de la constance, de la cohérence et de la sincérité. Et donc, je suis dans le bureau du Premier ministre, comme je suis sur votre plateau, je dis la même chose. Dedans, dehors, avant, pendant et après. Et ça implique quoi? C'est quoi ce que vous dites finalement? Alors, ce qu'on dit, c'est quelles sont nos priorités, mais nous, on en a eu 11 que les députés écologistes ont conçu, ont priorisé 11 sujets. Certains ne relèvent pas du budget, ne coûtent rien. Par exemple, lutter contre la concentration des médias. Je pense que vous serez sensible à l'Humanité, que je remercie parce qu'il reste une presse libre dans ce pays. Et il y a un peu un côté ours polaire sur la banquise qui rétrécit, où il y en a quand même de moins en moins, mais bravo et merci pour ça. Donc il y a ça, puis il y a des sujets évidemment sur le budget, de fiscalité, de justice fiscale, de fiscalité environnementale, de comment on ne sabre pas comme prévu le budget des collectivités territoriales. Enfin, vous imaginez un peu les sujets qu'on peut défendre. Mon sujet et mon problème, et je l'ai dit en sortant, était qu'en face de nous, nous n'avions pas le Premier ministre, mais nous avions un peu le maire de Pau. Parce que, pendant toutes mes questions sur l'environnement, il me répondait qu'il avait fait des pistes cyclables à Pau et un réseau de chaleur. Et je dis oui, mais merci, monsieur le maire de Pau, mais je m'adresse au Premier ministre. Qu'est-ce que vous allez faire en France? J'ai jamais eu de réponse. Ensuite, on avait un peu le haut commissaire au plan aussi, parce qu'il répond, oui, mais j'ai fait un rapport sur... Oui, mais que va faire le Premier ministre? Vous verrez le 14, je sais pas, on verra. Et puis, on avait aussi un peu le président du MoDem, puisqu'il nous rappelait, je suis le centre du centre, je suis... Et en fait, à un moment, je n'ai pas vu le Premier ministre hier. Je considère et donc ça ne sert à rien. Que je n'ai pas vu le Premier ministre. Donc ça n'a pas servi. Mais là, par exemple, juste avant que vous arriviez, vous avez reçu une lettre de Matignon pour vous convier demain avec les autres partis, de LR jusqu'aux communistes, hors LFI et hors RN, pour venir à Matignon une nouvelle fois. Après ce que vous venez de nous dire, est-ce que ça sert encore d'y aller? Moi, je ne vous dirais pas que ça n'a servi à rien, ce rendez-vous, parce que, vous voyez, j'ai vu des choses à la télé. J'ai vu cette histoire de prendre un Falcon pour faire un aller-retour à Pau, pour aller expliquer qu'il allait rester maire de Pau, et que d'ailleurs, une des grandes révolutions démocratiques pour la France, c'était de mettre fin au non-cumul des mandats. Bon, moi, en tant qu'écolo, qui suis très ferme sur le non-cumul des mandats, en externe et en interne, je me suis à moitié étranglée, mais surtout, je le remercie parce qu'il a, dans la bataille culturelle qu'on mène sur le sujet, je pense qu'il nous a fait gagner 10 ans, parce que là, tous ceux qui avaient un petit doute sur le sujet... Indépendamment du fait que vous alliez le non, mais les Français, non, mais les Français ont plutôt dit, voilà. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que j'ai vues. Et puis, il y a des choses que vous voyez à la télé, vous dites, maintenant, je vais voir en vrai, les yeux dans les yeux, comment ça marche. Et je trouve ça hyper important, quand tu es chef de parti politique, quand tu es président de groupe parlementaire, de pouvoir avoir des échanges les yeux dans les yeux. Parce que des fois, tu dis, bon, ok, bah, il commence, il ne savait pas, il y a des trucs, il galère, c'est quoi le plan? Est-ce que son plan, c'est de faire avec Retailleau à l'intérieur? Ou est-ce que son plan, c'est de se débarrasser de Retailleau à l'intérieur? Il va nous dire, au secours, il n'y a pas de caméra, je vais vous dire, aidez-nous à ne plus travailler avec les Républicains. Et spoiler, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais c'est pas non plus pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai rien compris. Donc, je peux pas sortir. Par exemple, sur les retraites, il me répond... on va faire une démarche. Et donc moi, j'attends la fin de la phrase. Et il dit, donc si vous avez une autre question, je dis, bah oui, c'est quoi la démarche? Ah non, mais ça... Bon, alors je pense qu'en fait, en réalité, c'est pas lui-même.
Mais en parlant de rendez-vous, vous voulez juste vous montrer une autre petite... J'ai pas répondu sur le courrier, mais je pourrais de petite vidéo, mais oui, on va vous laisser répondre juste après. Le président de la République a compris qu'il devait arrêter de n'en faire qu'à sa tête et de se précipiter dans des nominations qui conduiraient à des censures. Et donc c'est une première leçon intéressante de la journée. Bon, Marine Tondelier, c'est une leçon intéressante. C'était il y a 10 jours, Marine Tondelier, vous sortiez de l'Élysée. Depuis, il a nommé François Bayrou à Matignon, il en a fait qu'à sa tête. Est-ce qu'elle n'a pas un peu mal vieilli, cette vidéo? Vous n'êtes pas un peu précipité en sortant de l'Élysée? Attendez, j'ai pas compris s'il en avait fait qu'à sa tête, parce que j'ai compris qu'il ne voulait pas le nommer. Oui, en l'occurrence, c'est moi qui vous le dis. J'ai compris qu'il ne voulait absolument pas le nommer, que M. Bayrou s'est roulé sur le tapis de son bureau de l'Élysée. C'est pas ma question. Il voulait nommer le Cornus qui revient au même, il n'en aurait fait qu'à sa tête. Ah non, c'est pas pareil. Bref. Mais c'est un macroniste. De toute façon, je ne comprends plus rien, je suis comme les Français. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu précipité en croyant à la bonne foi du président de la République? Absolument pas. Je vous rappelle que... Attendez, on va refaire dans la chronologie, parce que je pense qu'il s'est passé trop d'épisodes dans cette série Netflix palpitante qui, malheureusement, est la réalité. La première chose, c'est que le gouvernement Barnier tombe, comme j'aurais pu vous dire, dès le mois de juillet, si j'avais su qu'il avait nommé M. Barnier, en tout cas la première journée de sa nomination. Cet après-midi-là, parce qu'en fait, ça ne fait plaisir à personne de le censurer. Alors, peut-être qu'on dit, ah bah voilà, hop, il n'est plus là, un problème de régler, sauf qu'en fait, c'est sans problème de retrouver. On le sait tous. Personne ne s'est dit, génial, on boit le champagne, feu d'artifice. C'est hyper grave ce qui se passe. Et c'était prévisible. Et donc, moi, cet après-midi-là, avec tous les écolos, on est hyper inquiets, on a des remontées, des circonscriptions, de nos terrains, de nos adhérents, tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'on va faire en tant que Français quand on n'aura pas... Vous savez, là, on peut rire un peu, mais quand en janvier, il n'y aura toujours pas de budget, que les associations ne pourront pas avoir leurs subventions, que les entreprises ne pourront pas avoir leurs aides à l'entreprise, je ne parle pas de toutes celles dont certaines entreprises n'ont pas besoin, mais celles des petites entreprises qui en ont vraiment besoin. Ça va être terrible, terrible. Donc nous, il y a ce moment un peu de... Bon, qu'est-ce qu'on fait en tant que force politique, en tant que responsable politique? Dans mon responsable, il y a responsable. Et donc, j'écris à tous les chefs de parti du Nouveau Front Populaire. Enfin, du Nouveau Front Populaire, mais qui ont participé au Front Républicain. Parce que je me dis, il y a 3 blocs à l'Assemblée. Il y a le bloc du Nouveau Front Populaire, vous vous rappelez, celui qui a gagné l'élection. Il y a le bloc centriste. Et il y a le bloc facho. Mais bon, quand je suis dans le bureau du président, je dis le bloc RN Ciotti. Mais ici, je peux dire le bloc facho. Bon, il se trouve que personne n'a la majorité absolue. Donc pour moi, un gouvernement... On ne fait pas des gouvernements mélangeant des carottes, des sardines, des carpes, des lapins et des navets, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, il faut un gouvernement compact et cohérent, du NFP, et il faut aller travailler une solution parlementaire dans le cadre du Front républicain. Donc quand vous entrez dans le bureau d'Emmanuel Macron, vous vous dites, il va nommer le NFP. Je me dis que je ne veux pas qu'il ait le luxe de pouvoir à nouveau nommer quelqu'un de son camp en se fichant du monde et en disant « j'étais obligé, ils n'ont pas voulu discuter ». Je veux que s'il le fasse, ce qu'il a fini par faire, il n'ait aucune excuse que de celle d'assumer qu'il nous fait peut-être des leçons sur la formation professionnelle, que c'est important pour la France toute la semaine, mais qu'il est très mauvais sur la notion d'alternance. C'est ça la réalité. Il ne veut pas rendre le pouvoir. Et je pense qu'on a fait une erreur cet été, mais je juge personne parce que je reprends le truc jour après jour. Franchement, on a tous fait comme on peut. Quand un président de la République a décidé de priver le peuple français du résultat de son élection, vous n'y pouvez pas grand-chose dans le cadre de la Ve République. C'est comme ça. Et donc, je pense qu'on a fait comme on pouvait jour après jour. Là, j'étais encore avec une responsable politique macroniste au téléphone qui me dit « Ah bah oui, mais vous comprenez, le budget, il a été mal préparé parce qu'on n'avait pas le temps. » Je dis « Mais attendez, madame, qui a répété tout l'été que chaque semaine qui passait, qu'il nomme quelqu'un de chez nous ou quelqu'un d'autre à la fin, mettait ce pays en grave difficulté parce que le budget n'a pas été préparé tout l'été. Il n'y avait pas de gouvernement, il y a un gouvernement démissionnaire qui ne serait responsable de rien. Ah bah oui, je sais. Et qui l'a fait devant des éditorialistes biberonnés à vos éléments de langage, qui se sont moqués de nous tout l'été là-dessus. Vous, donc en fait, ne venez pas nous dire « on appelle à vos responsabilités, prenez vos responsabilités ». On est beaucoup plus responsable que vous. J'arrête ça. Ce que vous dites là, c'est que c'est une guerre de récit en fait qui se joue. Mais pas que, parce qu'en réalité, tu mets le Enfin, moi, j'estime que ce courrier au chef de parti, j'ai eu tout le monde au téléphone d'ailleurs, sauf Gabriel Attal, intéressant. Puis, je fais le JT de 13h le lendemain avec une lettre ouverte à Emmanuel Macron en disant, parce qu'à l'époque, la rumeur, c'est qu'il allait nommer quelqu'un beaucoup plus à droite le soir même, c'est-à-dire le lendemain de la censure. Et il ne l'a pas fait. Et donc, il se retrouve un peu embêté parce qu'il veut toujours pas nous nommer, ça on a compris. Donc il fait sa réunion, bon, ça permet d'avoir une discussion avec lui, ce que je dis à lui, je le dis devant tout le monde. Donc on peut un peu dire, les communistes, les socialistes, les écologistes venir en disant, mais on vous annonce, puis on va le dire aux Français aussi, que si vous nous nommez nous, on s'engage à ne pas utiliser le 49.3. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les Français, ça veut dire beaucoup, parce qu'ils se rappellent de ce que vous en avez fait. Ils se rappellent que c'est marché sur le travail parlementaire, et vous avez tous des parlementaires, il y a des présidents de groupe parlementaires. Vous êtes macroniste, vous n'êtes pas d'accord avec nous sur notre programme. Eh bien, on se prive d'une arme constitutionnelle. Peut-être que vous trouvez ça dingue,
Mais nous, en fait, on sait qu'on ne pourra pas bosser sans vous et on ne veut pas vous rouler dessus. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez réussi c'était à obtenir à travers ce rendez-vous-là? Je pense qu'on a mis le doute chez une partie de leur camp, chez quelques Français qui s'ils croyaient au récit de dire le NFP, c'est tout le programme, rien que le programme, je sais pas quoi, ils ne peuvent plus dire ça, parce que c'est pas vrai. Par ailleurs, qui a cru une seconde qu'on allait pouvoir mettre en place tout notre programme et rien que notre programme avec le résultat de l'élection? Moi, je l'ai jamais dit. La question du récit. Là, ce que la séquence a montré aussi, c'est que dans la communication, vous ne parliez pas la même langue, avec les Insoumis notamment. Mais c'est normal, on n'est pas du même parti. On se pose la question, vous n'avez pas la même stratégie. Donc on n'est pas obligé de partir en vacances ensemble, mais on peut faire des coalitions ensemble. Certes, mais ils refusent de participer à ces réunions. C'est leur choix. Est-ce que là, c'est pas la preuve que la NFP est en train de sérieusement tanguer, voire d'être à sa date de péremption? Mais on n'a jamais... quelqu'un a dans la tête quelque chose à cause de moi, mais je ne sais pas quoi. Ah, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire France Gall. Ouais. Oui, c'est vrai, non, mais en fait, je suis tellement fan des karaokés que je ne me rends plus compte quand je cite des paroles de chansons. C'est rentré dans mon langage naturel. Vous dites quand même régulièrement. J'adore. Mais sur le NFP, là, mais sur le NFP, on va être clair. J'ai toujours dit que l'écologie ne se résumait pas chez moi à la couleur de ma veste, et donc j'explique beaucoup la méthode avec des termes écolos. Par exemple, je dis qu'il faut faire preuve de plus d'efficacité énergétique dans nos échanges, et que si on passe notre temps à débattre entre nous, de nous-mêmes, on rate peut-être une partie des sujets, c'est-à-dire les Français. Je fais toujours attention à ça, chaque jour. Je parle aussi beaucoup de biodiversité. Le NFP est un écosystème riche de sa diversité. Mais la question, c'est est-ce qu'il va bien ou pas, le NFP? Oui, il y a des écosystèmes qui sont malades. Si je peux pas répondre, je réponds pas. Donc, oui, je t'ai lu, Louise. Je fais deux choses en même temps, c'est pour ça que je parle lentement. Donc, on est riche de notre diversité, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a gagné les élections législatives, parce que c'était de Philippe Poutou à François Hollande. D'accord, mais personne n'a cru que... pas la question, Marine Tondelier. Je fais une démonstration. Je ne te réponds pas à l'emporte-pièce. Et donc, quand on va de Philippe Poutou à François Hollande, personne ne s'attend à ce que tout le monde soit tout le temps d'accord sur tout, et y compris à ce que tout le monde partage sur chaque chose la même stratégie. Et je vais vous dire, je pense que dans les électeurs du NFP, il y en a qui disent, ils ont raison les Insoumis de pas y aller, parce que c'est n'importe quoi, on n'en peut plus du gars. Et ils ont sûrement raison de penser ça. Et puis il y en a d'autres qui ont sûrement raison aussi, qui disent au moins, ils ont le mérite d'essayer, au pire ça ne marche pas, au mieux, ce sera peut-être moins pire. Parce que vous voyez, moi je croise aussi beaucoup de gens qui disent c'est bien de se battre pour l'abrogation de la réforme des retraites. Mais peut-être que si vous obtenez juste sa suspension pendant quelques temps, moi ça me sauve 6 mois. Peut-être que j'aurai pas le SMIC à 1 600 €, mais peut-être que j'aurai quand même 50 € de plus. Peut-être que vous les empêcherez de faire ça. Vous voyez, moi à un moment, je vis les choses. Vous pouvez trouver que je suis naïve, vous pouvez pas être d'accord, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a besoin d'une force d'interposition entre Emmanuel Macron et les Français. Je pense sincèrement ça. Et je pense que dans certains milieux, petits bourgeois, machin truc, on peut avoir le luxe de se dire, moi j'attends le grand soir, et quand j'aurai toutes les marges de manœuvre, que ce sera tout bien avec un gouvernement que de nous, et là j'irai. Oui, mais à l'inverse, comment est-ce qu'on peut espérer d'avoir des gages de Macron alors que, il ne s'est rien passé? C'était des gages en un mot ou en 2 mots? En 2 mots. En 2 mots. Moi j'attends pas de gages de Macron. Mais je vois bien, dans l'entretien qu'on a en tête-à-tête dans son bureau, je vois bien qu'il est, quelque part, il est déjà échec et mat. Il ne sait plus argumenter. Et en plus, moi, je suis d'un naturel pénible. C'est-à-dire qu'il y a un truc, je fais, non, c'est pas vrai. C'est pas nous qui l'avons dit. Mais à la fin, il ne renonce pas à sa politique. Oui, mais il peut quand même pas la nommer. Il peut quand même pas la mener, aujourd'hui. Si, il a pu nommer, ça on a compris, mais il peut pas la mener. Ce qui se joue là est un bras de fer politique et tactique. Et la force du NFP, c'est qu'on joue plusieurs tactiques en même temps. Et moi, c'est pour ça, je ne fais pas partie de celles et ceux qui disent « moi, je suis pour cette tactique-là » et toutes celles et ceux qui ne sont pas sur la même tactique que moi sont des abrutis. Je pense que d'avoir d'un côté la FI qui a un comportement insoumis en disant « on n'y va plus », ça nous aide aussi. Enfin, tout le monde aide tout le monde. Si tout le NFP disait « on n'y va pas, on ne fait plus rien, on ne bouge plus, cul de plomb, on ne bouge pas », les Français diraient ils ne comprendraient pas. Par contre, quand les insoumis le font, ils comprennent, ils disent « oui, c'est des insoumis ». Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'électeurs du NFP qui sont contents qu'on y aille, mais que les gens comprennent tout ça. Vous savez, les résultats de cette élection, moi j'ai entendu sur beaucoup de plateaux, on m'a dit « ah, ça se termine toujours, pas ici, pour l'instant, ça se termine en « ah, les partis c'est trop nul, débrouillez-vous, vous ne trouvez pas de solution ». Mais la situation politique dans laquelle on est, c'est pas juste une question de parti politique, c'est le vote des Français qui nous conduit là. Ce pays est divisé. J'ai vu la fois dernière sur une chaîne que peut-être beaucoup de gens qui nous regardent ce soir ne regardent pas, ils avaient organisé un grand truc face aux Français, il y avait plein de Français qui disaient « ouais, moi j'en ai marre de ça, moi j'en ai marre de ça ». Et moi je comprends tout ce qu'ils disaient, je suis d'accord avec chacun d'entre eux individuellement, sauf qu'il y en a une qui a une petite boîte et qui trouve qu'elle paye trop d'URSSAF,
l'autre qui est salarié d'une boulangerie et qui trouve que son SMIC n'est pas assez élevé. Alors après, je faisais le débrief après, puis les journalistes me disent « Ah bah oui, même Tondelier, les Français ne sont pas contents. » Je dis bah, « Ils ne sont pas contents, mais ils disent quand même pas la même chose. Je ne sais pas baisser les charges patronales et augmenter les cotisations de Marine Tondelier. Exactement. Non mais oui, il y a un truc, les Français ne sont plus d'accord entre eux. Et donc à un moment, il va falloir trancher des trucs, et c'est normal qu'on ne se mette pas plus d'accord que les Français dans leur bulletin de vote. Voilà. On avait très envie de vous entendre, Marine Tondelier, sur tout ce que défendent les écologistes. Et du coup, on voulait commencer par quelque chose qui va peut-être pas beaucoup vous plaire, mais quand même. Ouh là là, on va y aller. Voilà, on va regarder une séquence et ensuite vous allez réagir. Il y a aussi un problème chez les écologistes, en vrai, au sein de l'écologie dominante. C'est-à-dire que l'écologie dominante a codé la question écologique, a refusé, en tout cas, de lui donner un horizon révolutionnaire, alors qu'on parle de révolution anthropologique, de changer les structures sociales, etc. Et c'est-à-dire que l'écologie, elle s'est tenue pendant très longtemps, en fait, à bonne distance de la question sociale et de la lutte des classes. Et ça lui a permis de s'élever comme ça, un peu de manière magique, au-dessus des clivages politique. Alors c'est ce qu'on vous disait un petit peu au début de l'émission, c'est qu'on vous a vu sur énormément de médias répondre très souvent aux mêmes questions un petit peu sur stratégie, communication, etc. Et on avait envie d'aller un petit peu plus dans le fond, justement, de parler de politique. Et donc, effectivement, il y a plusieurs personnes écolos. Donc là, par exemple, on a entendu Clément Sénéchal, qui est l'ancien porte-parole de Greenpeace, qui reproche à votre mouvement d'être éloigné de la lutte des classes. Et donc, voilà, c'est pour ça que vous en pensez quoi, en fait, chez les Verts, de la lutte des classes? C'est quoi votre discours par rapport à ça? Vous y croyez? Que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Mais je vais être un peu ça, je vais répondre à Clément Sénéchal parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. J'ai deux problèmes avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. La première chose, c'est que moi, j'ai travaillé dans une grande structure aussi associative, et que quand on est salarié d'une structure associative, on la représente, et quand on ne l'est plus, et qu'on vit sa vie d'éditorialiste, de journaliste, de penseur, qu'on écrit un livre, on ne le fait pas en tant qu'ancien membre de telle association. Parce que c'est pas vrai qu'il parle au nom de cette association, et c'est quelque part usurper le nom de cette association, son image. Il n'était pas présenté comme tel dans l'émission. Si, c'était écrit en dessous. C'est marqué journaliste aussi. Non, c'est écrit ancien porte-parole de Greenpeace. Alors du coup, c'est pas sur la question. Mais ce qu'il est sur la forme. Oui, non, mais je le dis parce qu'il se trouve par ailleurs que je suis adhérente de cette association, mais du coup, et que je sais très bien que en fait, c'est malhonnête de faire ça. Première chose. Deuxièmement, il a un comportement très écologiste, Clément Sénéchal, quand il fait ça. Et c'est une maladie infantile de l'écologie dont on s'est sorti, nous, chez les Verts, je l'espère, et je l'espère pour longtemps. C'est d'utiliser chaque temps de parole que tu as pour taper sur qui? Pour taper sur d'autres écolos. Et moi, je suis désolée, je vais m'arrêter là sur Clément Sénéchal, parce que j'ai d'autres ennemis dans la vie que de dire, lui, il est un peu plus écolo que moi, et moi un peu moins. Alors, et moi, si j'aurais fait différemment, j'aurais fait mieux. Parce que sincèrement, on n'a tellement pas le temps. Il y a une critique sur le fond. Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, la question, c'est la lutte des classes. D'accord, mais vous voyez bien la manière dont c'est fait. Enfin, moi... Mais alors, s'il vous plaît, du coup, sur cette question de la lutte des classes, parce que du coup, c'est ma question plus que sur la question de la lutte des classes, de répondre à lui. Les choses sont... Oui, mais vous me balancez l'extrait, j'ai le droit de commenter quand même. Donc, vous avez votre liberté d'expression, j'ai la mienne. Sur la lutte des classes, les choses sont simples. On est tous d'accord ici pour se dire qu'il n'y aura pas de transition écolo sans justice sociale, parce que la transition écolo sera juste ou ne sera pas. Que les premières victimes j'allais dire du changement climatique, mais des autres crises aussi, de l'effondrement de la biodiversité, des maladies environnementales, c'est toujours les plus précaires. C'est les personnes qui habitent le long du périph' en Ile-de-France, c'est les personnes dans les pays genre Mayotte qui sont quand même un peu moins protégées des catastrophes naturelles que d'autres. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut la fin du capitalisme. Si vous voulez. Il faudra m'expliquer ce qu'on fait là-bas. On voit bien que ce système, il a bout de souffle. C'est quoi ce qu'il y a du coup derrière? Non, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les milieux de pouvoir sont aussi les milieux qui ont beaucoup d'argent, sont aussi les milieux qui polluent énormément et qu'on pollue plus avec un jet privé qu'avec son vieux diesel dans la réalité. Et qu'il y a une chose très simple, une citation que moi j'aime bien rappeler, c'est « Ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux ». Traduction pour certains de « Ils ont l'argent, on a les gens ». Bon, voilà. En gros, on est plus nombreux. Oui, mais au-delà des petites phrases, du coup, quel est le fond? Celles et ceux du coup, qui veulent... sur un plateau différent. Non, mais celles et ceux qui veulent nous faire croire, et je l'entends beaucoup, que 1, l'écologie, c'est un truc de riche, que 2, l'écologie, c'est pour les grandes villes. Ah bon? Première nouvelle. Non, l'écologie, c'est pas pour les grandes villes.
Et c'est pas vrai d'ailleurs qu'on a des maires que dans les grandes villes, comme je l'entends parfois dans certains médias. On a 100 maires en France, il se trouve qu'il y en a 6 ou 7 qui sont dans des villes très connues, donc qui sont plus connus que d'autres. On a 100 maires écolos en France, dont dans les villages de 200 habitants. L'écologie, c'est pour tout le monde, partout, tout le temps. Et celles et ceux qui veulent nous faire croire que l'écologie, c'est un privilège pour les riches, que ça doit être fait comme ci ou comme ça, que l'écologie, c'est un bobo à vélo, cette caricature, elle accourt, et bien en fait, ils ont tort. Moi, j'ai grandi dans le bassin minier du Pas-de-Calais, je peux vous dire que les gens, ils ont autant le droit à l'écologie quand ils ont grandi entre deux terris au-dessus d'anciennes galeries de charbon, qui crèvent du plomb dans le sol de Métal Europe, qu'ils n'ont pas accès de la bouffe saine, qu'ils n'ont pas accès à un air sain, qu'ils ont la ligne très haute tension qui passe en dessous, et que quand on doit, parce que c'est le dossier du moment, installer une déchetterie de déchets ultimes très toxiques dans tout le Hauts-de-France, on se dit « Ah bah tiens, on va la mettre là, c'est déjà dégueulasse ». Moi, je suis née dans un territoire où le jour de la naissance, le jour de ma naissance, j'avais encore rien fait, j'avais déjà 5 ans d'espérance de vie de moins qu'un Parisien, juste parce que j'étais née là. Et donc, je ne prends pas de leçons de plateau sur la lutte des classes, ce truc, c'est ma vie, c'est pour ça que je me suis engagée. Parce que c'était pas juste, parce que chez moi, on meurt de la précarité, on meurt de l'environnement, et que tout le monde s'en fout, parce que c'est dans un endroit où les gens sont pauvres. C'est comme Marine Tondelier, justement, tout ce que vous expliquez là, pourquoi ça ne crée pas plus d'écologistes dans ces territoires ? Parce que je pense qu'on est mal organisé. Je le dis très sincèrement, je pense que c'est quelque chose auquel j'ai essayé de remédier depuis que je suis secrétaire nationale des écologistes. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans ce parti. J'assume mon entière part de responsabilité, contrairement à beaucoup de politiques, sur tout ce qu'on n'a pas assez bien fait ou pas assez vite. On a aussi fait, quand je suis devenue secrétaire nationale, nous avions 4 salariés. Nous n'avions plus de local. Enfin, je vous laisse imaginer l'état dans lequel on était. Aujourd'hui, nous avons 15 salariés, nous avons racheté un local. C'est le début de la base. Vous allez dire, la meuf, elle a un local, elle est contente. Vous n'imaginez pas, quand vous êtes un parti politique et que vous devez vous présenter à des élections, que vous n'avez même pas un local à hypothéquer pour avoir un prêt bancaire, ce que c'est que la vie de chef de parti politique. Donc, on s'est remis en ordre de bataille. Mais évidemment que ça, c'est matériel. Il y a tout le reste. On a engagé, pendant 150 jours, les États généraux de l'écologie. On s'est tu et on a écouté. 250 réunions sur tout le territoire, des questionnaires en ligne, il y a eu 30 000 réponses de personnes individuelles, il y a eu 280 structures de toute taille, des grosses ONG à des toutes petites structures qui sont venues répondre. Et à la fin, vous en tirez quoi ? On leur disait, dites-nous, si vous trouvez qu'on a été nul, qu'on vous a déçus, vous êtes venus, vous êtes repartis, vous devriez être chez nous, vous n'y êtes pas, expliquez-nous pourquoi. Alors il y a aussi plein de gens, c'est sympa, ils nous ont envoyé des trucs très sympas. Je vous précise d'ailleurs qu'on est dans des partis préférés des Français, parfois premier, parfois deuxième devant le RN, donc on préfère quand on est premier, pour toutes ces bonnes raisons. Et ensuite, on en a tiré les conséquences. On a fait une convention citoyenne. On a tiré au sort des gens qui avaient participé au questionnaire en disant, vous avez participé au questionnaire, on fait une convention citoyenne pour créer un nouveau mouvement en fonction de ce que vous avez dit. Vous êtes 25 tirés au sort, c'était avec des experts de la démocratie participative, démocratie ouverte était garante du processus, et on a fait ensemble. On a un nouveau. Aujourd'hui, on a un nouveau. Aujourd'hui, on a. Parce que vous voulez à la fois c'est très facile. Parler de l'écologie libérale, l'écologie radicale. Et du coup, comment on fait pour rassembler Votre métier n'est pas facile, le mien non plus. Et donc, je me permets de vous expliquer comment j'ai fait, parce que j'ai rarement eu l'occasion de l'expliquer. Et je pense qu'on est les seuls à l'avoir fait. On aimerait, oui. Et je pense que les résultats qu'on connaît aujourd'hui, ce qui s'est passé cet été, ce qui se passe depuis, le fait qu'on soit revenu au centre d'attention médiatique, c'est le fruit de tout ce travail. On a changé de nom et de logo. C'est un détail, mais c'est très symbolique. Europe Écologie Les Verts, personne ne comprenait. Les écologistes, les gens... Mais ça, c'est de la com. Ouais, mais c'est... Je dis pas que c'est pas important. Ouais, parce et du coup, comme je vous disais, on voudrait parler du fond, en fait, des idées. Je vais vous dire, la politique, je veux qu'on arrête de se branler la nouille. Non, c'est pas se branler la nouille. Je veux aussi qu'on se dise qu'est-ce que comprennent les gens de ce qu'on raconte. C'est une attention. Oui, mais justement. Dans le chat, il y a beaucoup de gens qui vous reprochent de faire beaucoup de formules et de ne pas rester dans le fond des choses. Donc, c'est pas juste les gens apparemment. Et vous savez quoi ? Ils ont le droit. Voilà. Non, mais qu'est-ce que vous en dites ? Si c'est à ma place, peut-être qu'ils feraient mieux. Ce qui nous intéresse, c'est de sortir du storytelling pour bien aller dans le fond. Je finis de vous. J'arrive là où vous voulez que j'en vienne. On change de nom, de logo, on change de statut, on change de fonctionnement, on change tout. On change d'image, on réinterroge tout. Donc, est-ce qu'on a tout fait bien ? Non, mais on a quand même on a eu le mérite d'essayer. Ensuite, dans ce nouveau mouvement, on crée plusieurs endroits. On crée un pôle élu pour mieux intégrer, que les trucs remontent du terrain, parce qu'on a des mecs qui changent déjà, et des nanas, qui changent déjà la vie tous les jours en France, qui améliorent le quotidien, qui protègent les lendemains. Ensuite, on crée un pôle projet. Et c'est là que ça va vous intéresser. Parce que chez nous, on a 40 commissions thématiques. Alors, on a la paix et des armements, l'espéranto, l'économie, les transports. Tout. Vous avez un sujet qui vous passionne, venez chez les Verts, vous aurez une commission thématique, c'est le sujet. C'est hyper important. Mais tu ne peux pas juxtaposer 40 sujets avec 40 trucs. Voilà. Il faut un moment, un récit. Et les récits, c'est important, parce qu'en fait, ici, il faut quand même envoyer les gens quelque part. Il faut leur dire...
la société de Bruno Retailleau, tu vois un peu, c'est ça. La société de Marine Le Pen, c'est ça. Et la société écologique, on va t'expliquer ce que c'est. On va t'expliquer il y a un où on récit, t'emmène. mais du coup, c'est pour ça. En fait, derrière le récit, notre question, je sais qu'elle paraît, je sais qu'elle est plus complexe que ça n'y paraît, mais c'est du coup, quelle est finalement la base un petit peu idéologique? Parce que, comme on dit, vous essayez de concilier à la fois l'écologie libérale, l'écologie radicale. Oui. On a parfois du mal à s'y retrouver. J'imagine aussi que les personnes... Je ne pense pas qu'on porte une écologie libérale. Je pense qu'on porte beaucoup de radicalité, mais la radicalité n'exclut pas le fait de prendre ses responsabilités. Les maires écolos, par exemple, qui gèrent les plus grandes villes de ce pays, en fait, ils sont radicaux. Ils portent des projets éminemment radicaux. Ils ont même gagné des élections avec. Et maintenant qu'ils sont en fonction, ils font face à des problèmes très concrets. C'est-à-dire qu'eux, ils ne peuvent pas avoir des postures sur tel ou tel sujet en disant idéologiquement, je pense ça, et voilà. Parce qu'en fait, ils se confrontent tous les jours au réel, aux concitoyens, à des services municipaux. Peut-être que la police municipale, elle n'est pas d'accord avec votre conception de la sécurité. Et quand ils se mettent tous en grève en disant on va plus oui, vous avez des problèmes d'employeurs, c'est intéressant en fait, parce que ça se confronte au réel. Et chaque ville, selon chaque territoire, fait au mieux avec tous ces ingrédients, mais en conservant toujours ce projet très radical de changement de société. Et le faire quand tu as un État macroniste, c'est mot compte double de difficultés, et je les remercie parce qu'ils font la démonstration au quotidien que oui, c'est possible. Et ensuite, pourquoi j'aime pas En fait, je n'aime pas quand on dit l'écologie avec derrière un adjectif. L'écologie radicale ou pragmatique, l'écologie antispéciste ou féministe ou je sais pas quoi. Oui, mais là, est-ce que vous pouvez nous définir le projet en quelques mots? Oui, mais je vous dis un truc, c'est que l'écologie... On va pas y arriver. En fait, je n'aime pas qu'on cherche à subdiviser l'écologie et les écologistes. Donc Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, ils portent les mêmes projets politiques? Oui, le projet écologiste. Ils les portent avec deux manières différentes. Mais je vais vous expliquer. L'un qui défend, j'ai des citations, l'économie de marché, la libre entreprise et l'innovation, c'est Yannick Jadot en 2019. Sandrine Rousseau, elle assume d'être anticapitaliste, par exemple. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites, d'une part, l'UNFP, enfin, pas vous spécifiquement, mais l'UNFP, il faut rester tous ensemble, machin truc, il faut être à 4 ensemble, de Poutou à Hollande, il faut tenir. Par contre, les écologistes, vous allez devoir vous subdiviser en 12 cases, et vous serez 12 ennemis par case. C'est quoi qui vous tient ensemble, en fait? C'est ça la question. C'est l'écologie. Et l'écologie... C'est quoi l'écologie politique? Et l'écologie, elle est indivisible. Celles et ceux qui veulent nous qualifier, ajouter l'écologie et un adjectif, veulent en fait nous diviser. Et donc, là, on vous demande de la définir, cette écologie politique. L'écologie politique, c'est un projet de société qui... Est-ce que c'est l'anticapitalisme, par exemple? Mais c'est un des sujets. Donc c'est une société qui parle. L'écologie, c'est l'écologie. Est-ce qu'elle a des conséquences sur la manière dont il faut appréhender autrement ou mettre fin au capitalisme? Évidemment. Mais j'ai envie de vous dire, c'est votre entrée aujourd'hui, mais il y en a 1000 autres, partout, tout le temps. Et l'écologie politique, non, c'est pas juste l'anticapitalisme, c'est pas juste l'antispécisme, c'est pas juste la radicalité. C'est comment on fait en sorte que la planète reste habitable. C'est un sujet simple. On est en 2024, bientôt en 2025, et les enfants qui naissent là en ce moment n'auront peut-être plus une planète habitable pour l'année de leurs 30 ans. Et c'est un consensus scientifique inédit. Et donc moi, je ne dis pas que votre question, c'est un détail et qu'on perd du temps à en parler. Je vous dis juste qu'en fait, on n'a pas le temps pour les postures et qu'on doit trouver des solutions très immédiates. On n'est pas dans un exercice de réflexion, de politique fiction, un exercice intellectuel. C'est du réel tout le temps. Mais des gens qui se réclament de l'écologie, il y en a beaucoup. Par exemple, il y a une ancienne alliée de feu Europe Écologie Les Verts qui s'appelle maintenant les écologistes, qui est Corinne Lepage, qui est une ancienne ministre de Jacques Chirac. J'étais à ses côtés hier pour lancer le prix Michel Rivasi. Qui donc se réclame de l'écologie. On a un parti, la France Insoumise, qui se réclame aussi de l'écologie. Vous voyez bien qu'ils ne portent pas les mêmes projets. L'écologie, en tant que telle, je ne sais pas s'il faut mettre des adjectifs ou pas, mais vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. Oui, est-ce que c'est l'écologie libérale ou pas? Oui, mais l'écologie politique, moi je sais ce que c'est. Et figurez-vous qu'il y en a un parti dans chaque pays, qu'on travaille ensemble au sein des Global Greens, que c'est une famille politique qui a décidé de mettre l'écologie au cœur de sa réflexion. Mais libéral ou pas? Et je vois bien... Mais le libéralisme, déjà, que vous le disiez en anglais ou en français, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, je vous l'accorde. Si libéral, ça veut dire de gauche, moi, je vous parle en français. Après, vous allez le passer en anglais, vous allez dire à la menti. Non, je vous le dis en français. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que, par exemple, Corinne Lepage, elle a aidé les combats écolos. Au moment de 1986, quand il fallait aller chercher des salades pour comparer les trucs, parce qu'on nous avait dit que le nuage s'arrêtait à la frontière, elle a participé à ça. Après, pour moi, l'écologie ne peut pas être de droite. Je le dis clairement, parce que les gens... chez moi, j'ai même des gens qui disent je suis extrême droite, j'habite à Hénin-Beaumont, je vous rappelle, et je suis écolo parce que moi, je suis, je sais pas quoi, chez Brigitte Bardot.
Bah ouais, mais en fait, si tu penses, mon coco, qu'il y a dans ta pyramide dans ta pyramide normative, il y a tout en haut vraiment la gloire pour les Yorkshire, les bébés Yorkshire, les dauphins, les bébés dauphins. Par contre, que t'en as rien à foutre que les migrants crèvent dans la Méditerranée, bah ouais, on a un problème. Alors, ce serait quoi, par exemple, la politique économique? Non, mais les gens me disaient, c'est quoi le rapport? Pourquoi tu es écolo et tu vas aider à caler les assauts humanitaires? C'est quoi le rapport entre l'écologie et ça? Je dis parce que l'écologie, c'est s'occuper des écosystèmes, c'est un rapport à l'autre, c'est un rapport au vivant. Et donc tu peux pas dire, moi j'adore la faune et la flore, je veux protéger les pandas et les ours polaires, mais les migrants, je m'en fous, ça ne marche pas. L'écologie ne marche pas sans justice sociale. L'écologie ne marche pas sans changement de tout système qui nous emmène dans le mur. Mais ça, sur le côté social, on arrive à comprendre franchement assez facilement. C'est vraiment plus sur le côté économique qu'elle réside notre Mais on a question. toujours été, et parce que par ailleurs, les militants écologiques, historiquement, ne sont pas que des élus de militants écolos. En général, ils sont en même temps dans leur AMAP, ils bossent dans l'ESS, dans le service public, ou parfois dans des métiers plus inattendus, mais en essayant de changer le système de l'intérieur. Chacun fait comme il peut. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a été les premiers compagnons de route de l'économie sociale et solidaire. Donc des anti-libéraux. Comment? Donc des anti-libéraux. Ben évidemment. Mais je veux vous dire que ce n'est pas demain que tout ne fonctionnera que par ESS et avec des scopes. Mais c'est ce chemin-là que nous voulons emprunter. Et quand je vais, vous voyez, chez Impact France, il y a le MEDEF et il y a Impact France qui est un peu, c'est autour de Eva Sadoun, c'est des entrepreneurs qui voient bien le mur dans lequel le système est en train d'aller. Et qui sont en train de faire « nous on va là ». Bon, je vais les voir, je dis « les mecs, moi ça m'intéresse, parce que vous êtes entrepreneurs ». Parce que des fois, il y a des gens, ils ont des débats sur l'économie, mais ils n'ont jamais géré une boîte de leur vie, etc. Eux, ils font. Et ils font la démonstration, comme nos maires écolos pour des politiques publiques, qu'en fait, c'est très possible. C'est possible de diminuer énormément les écarts de revenus dans une société entre le moins bien payé et le mieux payé. C'est possible de paniquer la planète pour faire des profits. C'est possible d'associer... En gardant le même système, donc le capitalisme vert, comme on l'appelle. Mais alors, expliquez-moi votre système. Bah non, mais je vous demande justement quel serait l'autre... Parce que vous avez dit, tout à l'heure, quand je vous ai demandé du coup l'anticapitalisme, vous avez dit, je ne sais pas, je vous demande. Madame, vous voulez me faire dire que je suis comme Yannick Jadot pour le capitalisme vert? Pas du tout, je ne veux rien vous faire dire, je vous pose une question. Ce n'est pas le cas. Quelle serait la politique économique idéale? J'aimerais que vous m'expliquiez. Oui. En fait, c'est quoi le capitalisme? Par exemple, une forêt, vous voyez, les écologistes, ils veulent la protéger, les capitalistes, ils veulent l'exploiter et en tirer une rentabilité. Ça n'est pas la même logique. Oui. Ça n'est pas la même logique. C'est antagoniste. C'est autre chose. Sur la question de la radicalité, moi, Cyprien avait une question. Oui, parce que en fait, moi, l'écologie politique telle que je la comprends, c'est quand même un changement de paradigme de production et de consommation. Donc c'est gigantesque. Et de vie. Et de vie. Tout à l'heure, vous avez dit, on est le parti préféré des Français. Moi, ça m'inquiéterait presque, parce que en fait, vous devriez être les plus radicaux. Vous voulez changer complètement, renverser cette révolution. Attendez, c'est quasiment une révolution anthropologique qu'on doit faire. C'est déconnecter les débats qu'on a. Bah, c'est pas déconnecté, on est tous d'accord qu'il y a une urgence climatique et qu'à un moment, il va falloir complètement changer. On dirait les radicaux libres, c'est les radicaux libres, ça des trucs qui font qu'on vieillit plus vite. Là. Mais voilà, c'est une vraie question. Et nous, on a l'impression que les écologistes ont délégué au mouvement climat la radicalité, par exemple, pour citer que les soulèvements de la Terre. Mais vous avez raté 10 ans d'histoire. Non, mais en plus, vous venez de là. Non, mais merci. Merci. Et en fait, je viens de là. Donc je ne vais pas me justifier de combien de marches climat j'ai fait, je viens de là. Est-ce que c'est pas... je me suis pris à côté de monsieur une grenade à Sainte-Soline, dont on se rappellera, je pense, à peu près toute notre vie. Donc je ne vais pas me soumettre à la question et à devoir me justifier de à quel degré je suis radicale, est-ce que j'ai fait bien les manifs climat. C'est l'urgence qui appelle la radicalité, c'est pas juste pour le plaisir de dire le mot. Vous voyez bien que quand on dit qu'on a 40 ans pour changer les choses... La vie politique est ironique, parce que vous parlez de récit. Moi, quand je suis devenue secrétaire nationale, le récit c'était « Ah bah les Verts, ils sont complètement déconnectés des luttes, je sais pas quoi, voilà. » On était dans toutes les luttes tout le temps, mais c'est pas grave. Maintenant, vous êtes des éco-terroristes. Non, mais vous savez, moi, je fais pas des concours de drapeaux, de taille, de mat drapeau dans les manifs. Tout ça me dépasse, je trouve ça très viriliste et j'en ai ras-le-bol. Donc nous, les écolos, vous voyez, quand ils vont dans certaines manifs, des fois, ils prennent même pas leur drapeau en disant c'est pas le sujet d'être un concours de drapeaux. Moi, j'y vais parce que je dois y être. C'est là que vers à Bellong, je dois être là. Vous articulez avec les mouvements. Et donc, je suis passée ils sont déconnectés des mouvements. J'étais éco-terroriste parce que j'avais à moitié moi-même cramé le bus de CRS à Sainte-Soline quand tu lisais la presse. Tout ça n'a pas de sens, tout ça ne m'intéresse pas. Et quand je vous parle d'efficacité énergétique, c'est qu'à un moment,
Moi, ces débats politico-médiatiques sans fin, où on se branle là et nous sur des questions qui n'ont pas de sens, ne m'intéressent plus. Je n'ai pas envie d'y mettre d'énergie. Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, ça change des questions, des plateaux de télévision de chaîne en continu. Non, parce que cette question, c'est dans les médias, je parle dans les médias. Quand on entend des interviews, on vous pose souvent des questions. Ça ne nous mène nulle part. Et est-ce que ça doit passer par les luttes locales, justement, parce qu'on parle des soulèvements de la terre. Est-ce que l'enjeu principal aujourd'hui, c'est d'aller dans les luttes locales et que c'est là que les bougées se font? C'est penser global, agir local. Il n'y a pas de... On ne doit pas demander aux écologistes c'est quoi le niveau où ils doivent intervenir. Nous intervenons à tous les niveaux. Nous sommes organisés en Global Greens. Et j'alerte d'ailleurs un truc qui me perturbe énormément en ce moment, c'est qu'avant, par exemple, il y avait une internationale socialiste. Puis, il y a eu, par exemple, le mouvement altermondialiste. Quand José Bové, il allait à Seattle, et des gens du monde entier, les Sans-Terre, etc., venaient, et c'était le mouvement altermondialiste qui était organisé. Nous étions organisés internationalement. Aujourd'hui, le camp du mal, il est très organisé. Très, très organisé. Il y a Trump, il y a Milei, il y a Orban, ils sont quelques-uns. J'espère qu'il n'y aura pas Marine Le Pen bientôt en France. Ils s'organisent. Ils ne font pas des débats de je ne sais pas quoi, de sémantique. C'est en acte, c'est à la tronçonneuse dans la forêt amazonienne. Puis, ils ont tout un écosystème. Ils ont acheté le pouvoir, ils ont acheté les médias, ils ont acheté les réseaux sociaux. Et tout ça leur sert à gagner encore plus d'élections. Et c'est très performatif. On voit bien l'impact de Trump et de Twitter sur la campagne aux États-Unis. Ils sont très organisés. Et nous, comment on fait aujourd'hui ? Alors déjà, en France, on a mal à s'organiser, mais au niveau mondial, le camp du bien, je le dis de manière très imagée, mais c'est quoi le lieu où on s'organise tous pour gagner ? Alors ouais, on ne prend plus l'avion, on ne veut pas aller sur Twitter, on va finir avec des pigeons voyageurs. Enfin, en plus, on se met des règles, mais on a raison de le faire. Moi aussi, je ne veux plus prendre l'avion, tout ça, mais du coup, eux, ils n'en ont rien à foutre. Ils s'organisent à coups de pognon, de trucs, sans foi ni loi, ils ne sont pas en train de s'étrangler avec leurs principes toute la journée, et ça déroule sévère. On est en plein dans une dérive illibérale. On arrive à un moment où les Français sont tellement paumés qu'il y en a qui disent tiens, au moins Marine Le Pen se sera organisée, il y aura de l'ordre. Enfin, c'est terrifiant ce qui se passe. Il y a une question dans le chat. Une question de Jolie Miller. On voudrait juste savoir ce qu'elle propose, ce que vous proposez du coup. Vous avez le cadre parfait pour le faire et on reste sur notre fin. Marine Tondelier est une excellente camarade, mais on voudrait savoir ce que propose son parti, ce qu'elle refuse de dire. Alors oui, c'est agaçant. Ça résume un petit peu les échanges qu'on a eu parce que j'ai vu dans le chat. Je vais vous faire tout notre programme, les gars. Je vous ai dit. Non mais surtout qu'il ne reste plus tant de temps que ça. Si j'étais Première ministre demain ou quelqu'un du NFP et que je pouvais lui donner des conseils, les 3 mesures les plus rapides, c'est 1, l'ISF climatique, parce que oui, tu vas taper l'argent là où il y en a, que 2, tu fais évidemment l'abrogation de la réforme des retraites. Moi, je pense qu'il y a des mesures urgences pour les services publics à prendre, c'est le plus urgent, et surtout pour les collectivités. Et c'est pas, comme je l'ai entendu parfois, pour filer du pognon entre élus. Parce que les collectivités, sur plein de sujets, c'est le dernier rempart. Et les maires écolos, qui sont en première ligne de tous bins, qui se retrouvent à faire ce que l'État ne fait plus, se retrouvent par exemple à gérer plein de gamins à la rue. Parfois des mineurs étrangers isolés, pas que. Les gamins de l'ASE, aujourd'hui, vous savez où ils sont logés ? Dans des hôtels. Ils ont des bons en Seine-Saint-Denis, ils sont logés à l'hôtel avec des bons, un kebab par jour. Par jour. Et ils se démerdent. Alors oui, après, on tombe dans la prostitution. Oui, il y a des gamins qui sont crevés dans les hôtels, en fait. Parce qu'il y a des règlements de compte, des trucs, c'est la loi de la survie. Il y en a qui sont dans des campings et qui sont... tout ça est dément. Et donc les maires écolos, ils se retrouvent avec des gamins à la rue, ils ouvrent des gymnases, ils se débrouillent. Sur leur fonds propres, parce que ce n'est pas une compétence qui leur est attribuée, qui est financée par l'État. Et moi, je ne vous dirai pas laquelle, parce que je ne veux pas qu'elle ait problème, mais moi, il y a une mère qui m'a dit « Marine, je ne peux plus savoir le faire. Je ne sais pas où je trouve cet argent. Voici mon budget, voici ce que l'État va m'enlever, voici tout ce que je fais en plus. Je ne peux pas arrêter la cantine des gamins, je ne peux pas arrêter l'EHPAD pour lequel la métropole de Lyon, qui vous savez, a les compétences d'un département. Comment ils font ? C'est des problèmes très réels. Et donc, je pense que ce budget, celles et ceux qui disent « Ah, c'est irresponsable, ils ont censuré le budget », je crois que ce n'est pas des lecteurs de l'Humanité qui disent ça, mais ils sont irresponsables, ils ont censuré le budget, et donc, du coup, à cause d'eux, ça va être la merde. En fait, ce budget, c'était la merde. Donc vous nous avez dit les 3 premières mesures que vous mettez en place. Ça, c'est si... Parce que après, il y a plein de mesures écolo. Moi, il y a un sujet qui me terrifie, c'est les histoires de biodiversité. C'est 90% des hirondelles qui ont disparu en Île-de-France en 10 ans. C'est 60% des oiseaux des champs qui ont disparu en 40 ans en Europe. Alors là aussi, c'est sûr, c'est pas des problèmes de fin de mois, mais on court à notre perte. Il y a eu une loi par rapport aux mégabassines, justement, qui avait aussi par rapport aux oiseaux qui est sortie aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. 4 mégabassines à Sainte-Soline. C'est une décision de justice qui a suspendu 4 mégabassines à Sainte-Soline. Dont celle où nous étions allés. Vous n'étiez pas venu contester, vous étiez venu documenter cela, mais à Sainte-Soline,
il faut bien comprendre ce qui s'est passé. C'est juste une décision qui se base sur la protection d'un oiseau en particulier. Voilà. L'outarde. Ah bah tu vois, j'ai essayé de deviner, parce que je commence à bien m'y connaître en oiseaux, mais le sujet des bassines, il est hyper intéressant. C'est que tout le monde sait, quand on a un niveau élémentaire qu'on a fait l'école primaire, que le meilleur moyen de garder de l'eau, la nature l'a conçu, ça s'appelle la nappe phréatique. Bon, eux, ils disent non, on va la pompe, on la mettre à la surface. Enfin, on voit bien déjà que c'est un peu bizarre comme idée. Tu le dis de bon intérêt, tout le monde s'en fout. Les scientifiques le disent, tout le monde s'en fout. Tu déposes donc des recours en justice. Les travaux commencent quand même. Et donc, tu sais très bien que comme à Sivins, où Rémi Fraisse est mort, et donc les travaux se sont ensuite arrêtés parce que l'État, là pour le coup, il ne voyait plus trop comment continuer, parce qu'un enfant était mort et qu'ils expliquaient en plus que c'était un terroriste, je ne sais pas quoi, et que tout leur a donné tort, mais ils ont essayé de salir en plus sa mémoire. Bon, les bassines, ça avance. En Genèse, Sivins, si ça avait continué jusqu'au bout, on a gagné la décision de justice. Hein. Ça aurait été quelques années après la fin des travaux. Et ils ont dit, ah bah oui, mais maintenant que c'est construit, bon, c'est irrémédiable, voilà, laissons-le. C'est ce qu'ils essayent de faire sur la 69. Donc sur les bassines, la science ne vous protège pas, la justice vous protège trop tard, et donc vous faites des manifs. Elles sont interdites. Vous faites comment, en fait, après ? Bah ouais, vous faites la manif interdite. Et il y a un truc, je trouve que c'est extrêmement préoccupant, parce qu'en fait, l'écologie se fait renier par voie de fait. C'est-à-dire qu'en face, ils en ont rien à foutre. Rien à foutre. C'est sans foi ni loi, il y a plus de science, il n'y a plus de justice, ou alors trop tard, et tu finis criminalisé pour avoir fait une manif interdite, mais tu aurais bien aimé que les 3 à Sainte-Soline ont été interdites, pendant que les travaux, eux, avançaient. Ça n'a plus de sens, ce monde. On va vous faire réagir sur une autre séquence, un petit, comment on avait dit la dernière fois ? Un medley. Non, pas un medley. Un happening, on avait dit. Oula. Non, on va vous faire réagir sur une vidéo qu'on va vous montrer tout à l'heure, mais juste parce que juste avant, vous étiez en train de parler de la façon dont la droite, les extrêmes, est en train de s'organiser dans le monde. Au niveau de la gauche, vous avez un petit peu parlé de l'état du NFP tout à l'heure, mais comment est-ce que la gauche peut réussir à avoir de nouveau un récit triomphant, notamment peut-être avec ce que vous faites avec Lucie Castet ? Comment ça se concrétise tout ça et comment l'union de la gauche peut survivre à la période politique en cours? Mais d'abord, il faut regarder un truc, c'est ça? Non, c'est après. Ah non, je vous pose d'abord cette question-là. C'est quoi le happening? Lucie Castet va arriver? Vous allez voir, c'est tout surprise. Où quelqu'un va arriver? Sera-t-il insoumis? Sera-t-il socialiste? J'ai hâte. Ou peut-être communiste. Donc, ce qui se passe au sein de la gauche, moi, je m'en suis jamais remise de comment on a fait le NFP et comment on a gagné. Je vous rappelle que 27 sondages sur 27 nous donnent tous perdants et donnent toujours le RN gagnant. 27 sondages sur 27. Et que je pense qu'on arrive à faire le NFP parce qu'il y a cette urgence, en 4 jours, 4 nuits, personne n'a trop le temps de réfléchir. Il y en a qui sont dans la sidération, tout ça. Bah, je fonce dans l'action, on arrive à le faire. Puis, on gagne l'élection. Vous êtes arrivé en tête. Comment? Vous êtes arrivé en tête, c'est la nuance. Ça s'appelle gagner. Hein. Oui, mais quand on ne peut pas gouverner derrière... Bah donc on a gagné l'élection et ensuite il n'a pas voulu nous nommer, c'est un autre sujet. Ah mais vous pouvez faire les éléments de langage macroniste, mais ça m'étonne de l'humanité. Nous gagnons. Là on voit qu'effectivement les stratégies s'affrontent et pourquoi? Au fond le problème c'est le poison de la Ve République. C'est ce présidentialisme et c'est le fait que beaucoup de partis ont une obsession tout le temps. C'est quel nom ils vont mettre à la présidentielle parce que c'est l'élection reine, que tout ça et que ça obsède tout le monde et que ça pourrit le système. On a un vrai problème institutionnel, il va falloir qu'on s'y pense sérieusement parce que la Ve République est un fusil sur la tempe de la démocratie. C'est comme ça. Vous avez plein d'outils pour dire « Ah, ça me fait chier, article 7, ah, ça me fait chier 43, ah, ça me fait chier. » Il y a toujours ainsi, dissolution, paf, 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 bon, ok. Ça n'avance pas. Et donc, dans ce contexte-là, je vois bien qu'il y a les insoumis qui sont une machine présidentialiste. Et donc, c'est Jean-Luc Président, ce sera peut-être pas moi, je passerai peut-être la main, mais oui, il y aura un candidat insoumis et ce sera la candidature commune et tout le monde pourra venir derrière moi s'il le veut. Bon, ok, c'est un genre. Et puis, il y a celles et ceux qui veulent une candidature commune, qui sera du coup peut-être pas unique, mais au moins commune et peut-être un jour deviendra-t-elle unique parce que tout le monde se mettra d'accord. Mais vous voyez bien que notre responsabilité, notre devoir, c'est d'être fidèle à la promesse du NFP. Et donc moi, je vois les insoumis partir par là, je vois les socialistes partir par là, et on me somme toute la journée de dire il faut choisir son camp. Ben non en fait, parce que ça me ramène exactement à la nuit du 9 juin
où les socialistes ont dit il faut venir tout seul avec nous contre les insoumis, où les insoumis il faut venir tout seul avec nous contre les socialistes, on a dit non, en fait, c'est pas notre game de choisir entre papa et maman, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Nous sommes écologistes, et ceux qui nous disent mais par rapport à la FI, vous êtes plutôt par rapport à la FI, par rapport au PS, on est écologistes, voilà. Et donc c'est pénible en fait à la fin ce truc de vouloir forcer le trait toujours des différences. Parce qu'en fait, le NFP, oui, va finir par péter. Donc nous, on tient la barre, et avec Lucie Castet, c'est peut-être pas un hasard si c'est les deux meufs en plus qui lancent ce truc-là. On a lancé une initiative qui s'appelle Gagnons Ensemble, gagnon-ensemble.fr, où ça s'adresse à plusieurs personnes. Premièrement, toutes les personnes qui n'appartiennent pas à une des 4 forces politiques constituées du NFP. Il y en a plein qui ne veulent pas adhérer à un parti. Ils ont le droit, et je le dis en plus en tant que chef de parti, je le comprends, chacun son trip. Et il y en a qui disent, moi je veux être le truc où il y a tout le monde. Et je veux m'engager. On a des experts qui veulent bosser sur le projet. On a des gens qui disent, s'il y a des trucs pour faire de la mobilisation, moi je peux le faire dans mon territoire. Et donc vous avez recueilli déjà de personnes qui ont... Moi j'aurais adoré que le NFP puisse faire ça. Mais je vais vous dire, au bout de 12 réunions, tu comprends, il y a plein de choses qu'on arrive à traiter dans le cadre du NFP entre chefs de parti. Il y en a qui n'avanceront pas parce que à cause de la présidentielle et des stratégies différentes des uns et des autres, et c'est pas la faute des écolos. Donc nous on fait avec. Et moi je respecte que les partis puissent avoir leurs stratégies différentes. Donc avec Lucie Castet, on crée l'espace pour celles et ceux qui veulent bosser ensemble. Et on a proposé là une feuille de route à tous ceux qui nous ont rejoints. Combien de personnes ont laissé leur mail? Des dizaines de milliers. Et donc on a proposé une feuille de route à tous ces gens-là, et aussi maintenant aux partis politiques. On va les voir un par un pour leur dire, on vous propose de bosser comme ça. On a fait un projet de feuille de route, tout ce que vous voulez changer dedans, on change, on est preneuse d'idées, donc il y a en gros 3 axes. Il faut qu'on bosse un projet commun pour la présidentielle, il faut qu'on travaille aussi la bataille culturelle, parce que pour l'instant on mène la bataille culturelle entre les insoumis et les socialistes. Celle-là ne m'intéresse pas. Moi c'est celle contre les fachos qui m'intéresse. Ça m'obsède. Et j'ai l'impression des fois qu'on fait du tricot pendant ce temps-là, ou que les autres mangent du popcorn en regardant notre nouveau psychodrame. C'est irresponsable de faire ça. Donc on veut mener la bataille culturelle. Et troisièmement, oui, il faudra un moment se pencher sur la question, mais on ne va pas commencer par là, de comment on désigne, qui vote, machin truc. De l'incarnation en fait. Non, c'est même les règles pour déterminer la meilleure incarnation. Parce qu'évidemment, il y a des enjeux de pouvoir, et c'est logique, c'est la vie. Mais si on commence la première réunion que par ça, et on dit on parlera projet quand on sera d'accord là-dessus, on ne va jamais parler projet. Par contre, je pense que le projet emporte tout le reste en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de choses à trancher, ça va vous faire plaisir, mais oui, il y a beaucoup de choses à trancher. Tu vas où et tu fais comment? Et c'est plein de petites questions qui se posent sur le chemin. Donc il faut écrire ça, et moi je pense même que le projet de la candidature commune, sans même mettre de nom, je pense que tu le sondes, tu pars avec un socle intéressant, sans même avoir mis de nom encore d'incarnation. Il ne faut pas être obsédé par les incarnations. Emilio, peut-être une dernière question avant qu'on passe à la séquence suivante. Donc longue vie au NFP, et en tout cas, je reste fidèle à la promesse de départ. Longue vie au NFP. Et justement, quelle réaction, quelle a été la réaction des partis? Parce que vous n'êtes pas encore allé les voir, mais sauf qu'ils sont au courant de l'initiative que vous avez prise. On les a même appelés avant. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez bon espoir que cette candidature commune que vous proposez puisse un jour aboutir? Écoutez, moi je discute avec tout le monde tout le temps, y compris avec des gens qui, je pense, ne se parlent plus. Avec même Jean-Luc Mélenchon qui a pris l'initiative juste avant vous, du coup? Vous imaginez bien que s'il prend cette initiative juste avant, c'est qu'il est prévenu la veille de ce que nous allons faire. C'est pour ça que je posais la question. On l'a bien compris. C'est pour ça que je l'ai posé. C'est élégant et c'est la vie. C'est pas très grave. Et tout le monde a bien compris, en réalité, qu'il faisait ça parce qu'il est obsédé par le fait d'être au centre du jeu. C'est la politique, hein, c'est pas très très grave. Mais du coup, on a alerté tout le monde, et les partis, pourquoi Marine, pourquoi Lucie, pourquoi truc. Et vous savez pourquoi on l'a lancé à 2? C'est qu'en fait, c'est tellement dur tout le temps. Et en fait, on savait que si moi toute seule, c'était pas pareil, elle toute seule, c'était pas pareil, les gens auraient shotgun direct. C'est comme ça que ça se passe en politique dans ce monde de brutes. Et à 2, en fait, c'est intéressant de bosser à 2. En fait, on est plus intelligent à 2, on a plus de force, plus d'idées, on se partage le boulot, c'est collaboratif. Et surtout, je pense que les gens, ils voient Tondelier, Castet, ils comprennent que ce sera fidèle à l'esprit du NFP. Ils disent, si c'est elle plus elle, normalement, ça ne va pas être n'importe quoi à la fin. Et ça devrait marcher, j'espère. Mais en tout cas, comptez sur nous pour une chose, c'est de tout faire pour. C'est la promesse qu'on vous fait. Et on est quand même assez connus pour notre détermination, et pénible quand il le faut et s'il le faut. Merci Marine Tondelier. Ce serait une bonne conclusion. Mais il y avait une surprise ou pas? Oui, évidemment. Mais alors la surprise, les gens qui ont suivi la dernière fois, ils la connaissent déjà, la surprise, puisque c'est PA qui va arriver avec la carte de Presque. Salut.
Salut PA. Salut PA. Bonjour. Salut. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici avec vous. En vrai, je pensais pas qu'on allait me garder après la première. Mais qu'est-ce que c'est que ton t-shirt là, t'as craqué? Oh bordel. Moi, on m'avait dit Marine Hénin Beaumont, je pensais que c'était l'autre, la raciste. Oh, le quiproquo de malade. Oh, je suis trop désolé. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si c'était rien passé. De toute façon, j'avais prévu la chose. Quelle mise en scène. Marine, t'as vu, c'est dingue, hein, les budgets de Des heures de travail. Chatterton et de feuilles. Incroyable. Une photocopie couleur. Non, Marine, ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir. Tu vas bien? Génial. Moi aussi, merci de demander. J'ai l'impression que les politiques, jamais ils te demandaient toi. C'est dingue, ça. Bah, t'as l'air d'aller tellement bien que je te pose pas. Merci. Non, sérieusement. Moi, je te connais depuis le mois de juin. Et je trouve que ta vie, en fait, on dirait un petit peu un petit film. Parce qu'en 6 mois, t'es passé de Adèle de la régie, un personnage trop sympa, mais que personne connaît, à Rihanna. C'est-à-dire que maintenant, tu fais tous les plateaux, tout le monde te voit, tu fais tous les titres de presse, t'es partout, partout, partout. Et en fait, ça, moi, ça m'a inspiré quelque chose. Et c'est de ça dont il parlait, évidemment. On a préparé un petit quelque chose et je te présente, là, tout de suite maintenant, Maxime Chandelier, son alter ego. Maxime Chandelier a été élu hier nouveau secrétaire des écologistes. Un inconnu à la tête des Verts. Depuis hier, Maxime Chandelier... Maxime Chandelier, 33 ans, peu connu du grand public, sera désormais le visage qu'incarnera les Verts. 17h, les enfants à la crèche, c'est ça? Non, je te promets que je les oublierai pas. Cette fois, je les oublierai pas, je te promets. Bon, alors, en vrai, là, maintenant, il faut que je te laisse, là, j'ai une interview. Allez, bisous, ciao. Mais non, on est à l'antenne dans combien de temps là? 5 minutes? On reçoit qui? C'est qui? Ah oui, lui. Ça va, monsieur Chandelier? Je vous sens pas dans votre assiette. Bon, on s'en fiche. Démarre dans 10 secondes, donc on respire, on sourit, ça va très bien se passer. Maxime Chandelier, première question, 5% en air présidentielle, 3% aux européennes. Est-ce que vous pensez très sincèrement que les écologistes ont encore un rôle à jouer en politique? Si, on a encore un rôle à jouer. Vous pensez faire mieux qu'Yannick Jadot? Il y a des jours sans et des jours... Les Verts aujourd'hui, ça représente rien du tout. Les Français ils votent pas les Verts. Le plastique, c'est dans quelle poubelle, monsieur Chandelier? Un pot de sauce tomate, ça va où? Les Français, ils savent plus. C'est quand qu'il faut les sortir? Le mardi, le mercredi, le jeudi? On comprend pas. Vous nous emmerdez avec votre programme. J'ai pris l'avion hier. Vous prenez le train? L'écologie, c'est quoi? C'est des gens qui emmerdent sur la route, qui font des blocus, qui balancent de la peinture sur des peintures. Oh! Maxime Chandelier est en train d'affoler les instituts de sondage. C'est surprenant, un personnage politique connaît une forte hausse dans l'opinion des Français. Le chef des Verts est annoncé à plus de 30% d'intention de vote, du jamais vu pour le parti des Il écologistes. s'agit de Maxime Alors jusqu'où Chandelier. ira-t-il? Et peut-il prétendre à la fonction présidentielle? T'es en top tendance Twitter depuis 2 semaines, t'as gagné 3 millions d'Instagram. Je pense que le débat, il est pas autour d'Instagram. Eux, ils nous parlent de croissance, moi je parle de survie. Aujourd'hui, vous êtes en tête des sondages, 95%. C'est magnifique. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les prochaines élections. 95%, vous avez dit? Non, vous savez, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les générations futures. Mais vous savez très bien qu'un président, il ne peut pas dire ça. Le président, il peut pas le dire. Le président, il peut rester dans son petit... Monsieur le Président, votre entretien est arrivé. Bon, la veste, elle est complètement détruite. Je pense que tu l'as vue. Là, on a essayé de la raccommoder, mais bon, ça n'a pas trop fait l'effet escompté. Et en fait, je me dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Enfin, ce qui est arrivé à Maxou Chandelier, ça pourrait aussi t'arriver. Que tu casses une veste verte dans une clenche de porte ou dans une porte de métro. Qui sait? On ne sait jamais. Et en fait, quand je faisais les petites emplettes pour trouver cette veste que tu as trouvée horriblement moche, eh ben, j'ai trouvé un petit chapeau. Et en fait, je me dis que si jamais l'effet de la veste s'estompe, tu pourras porter le petit chapeau. J'ai pas une tête à chapeau. Ce que je te demande, c'est de le porter si tu veux. Non. Si tu veux bien. Adèle, est-ce qu'en post-prod, on peut me rajouter le chapeau, s'il te plaît? On me rajoute le chapeau en post-prod, Adèle, s'il te plaît? J'ai pas d'oreillette, ça sert à rien. Bon, on va continuer un petit peu sur ces vestes vertes. Je veux vertes. juste préciser que ma vie n'a jamais ressemblé à la vie du reportage d'avant. C'était fantasmé. C'est de la fiction. On a essayé de faire le max du max. Hein. C'était 1 journée et 5 €. Et j'ai jamais oublié mon fils à la crèche. Je tiens à le préciser aussi. Bon, du coup, j'ai répertorié, parce que je suis aussi journaliste. J'ai ma carte de presse et tout, je ne l'ai pas sur moi, mais je suis qu'un journaliste. Et en fait, j'ai répertorié tes vestes vertes. Tu n'en as pas 2.
Non, T'en as j'ai toujours eu les vestes vertes. T'en as plus. Et en fait, ce que je vais te demander, je vais te donner ces petits lasers que j'utilise normalement pour mon chat. Les gens n'aiment pas normalement qu'on joue avec un Tu laser. fais quoi avec ton chat, avec ton laser? Je le fais jouer un peu. J'ai un 20 mètres carrés, on essaie de faire ce qu'on peut, on fait délirer. Donc en fait, au chat, donc je sais pas comment ça marche. Donc en fait, là, je vais te demander de classer ces 4 vestes. Est-ce que tu peux me faire ton top 3, s'il te plaît, Là, c'est Marine mon Tondelier? Alors, j'ai pas mes lunettes. Là, c'est mon kawaii, c'est ça? Oui, le petit kawaii que tu utilises pour faire la tracte. Là, je traque sous la pluie à Hénin Bromont. Exactement. Sur cette image. On remercie, Je reconnais la maison derrière. Voilà. On remercie le Twitter de les vestes de Marine Tondelier, qui est extrêmement cool pour retrouver des trucs. Donc là, c'est ma veste. Là, c'est une veste. Non, il faut le petit rank, Marine. On appelle ça ma veste de zadiste. C'est ma veste de zad. D'accord. C'est la veste que j'ai toujours mis en manif. Elle est quoi? Elle est 3e, elle est 2e? Alors, sachez qu'elle coûte très cher. C'est pas la question. Elle est tatouée à la main. D'accord, stylé de fou. Ouais. Non, mais tu verras, quand on pose des questions, on n'a pas toujours la réponse. Bon, moi, en vrai, moi j'ai 5 minutes, j'ai un train là. Et ça, c'est une veste achetée de seconde main sur Vinted, qui est très jolie, mais qui est déchirée à l'intérieur. Ok, vas-y. Et c'est pour ça que le jour du NFP, quand on a fait la grande conférence de presse, j'ai appelé un copain en disant il me faut une verte moins. Bon, est-ce que je peux te demander. Donc c'est celle-là ma préférée. Ta préférée? Ok. Disons que quand je mets pas celle-là, je me fais engueuler dans la rue en mode pourquoi c'est pas la veste d'habitude? C'est celle que t'as. Ça, c'est insupportable. Laissez-moi tranquille. C'est celle que t'as. Ça, c'est celle-là. Oh et j'en ai là, deux. les amis. Donc même si elle craque, j'en ai une autre. La meilleure veste, elle l'a actuellement. Parce que pendant les législatives, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mise sur la première photo du NFP. Et la deuxième? Et bah du coup, les gens m'ont dit mais elle est super cette veste, faut la mettre. Et donc les candidats au législatif disaient viens me soutenir, mais mets ta veste. Et ça a duré quand même 4 semaines. C'est long. Donc j'ai dû en acheter une deuxième parce que c'était pas. C'est long 4 semaines. Et après ça pue. Exactement. Et donc. On peut faire la deuxième? Alors la deuxième, celle-là, c'est la veste historique, j'aime bien. Le kawaii, j'aime pas parce que ça veut dire qu'il pleut. Il pleut beaucoup chez toi, il me semble. Ah oui, c'est le Pas-de-Calais. Bon, celle-là, la 3? Bah moi, c'est vert sapin, quoi. J'ai l'impression que je vais me faire enguirlander, tu vois. C'est pas mal aussi. Ouais. Et puis il y a un côté un petit peu nostalgique. C'est la première que tu mettais, celle-là, il me semble. Ouais. T'as vu l'enquête? C'est dingue. Non, moi je vais quand même. C'est proche du fétichisme. Moi j'aime bien partir sur des questions. J'aime bien partir sur des questions un petit peu pour la gratter parce que je suis un peu. C'est un peu mon style. Et en fait, bon, on va parler un petit peu du fond et des résultats des écologistes. J'espère qu'on va pas le toucher le fond. Ah bah voilà, des résultats des écologistes. À la présidentielle, vous faites à peu près 5%. Aux européennes, choc monumental, 5-5, terrible. Et après, au municipal, bon, les grandes villes, pourquoi pas. Pourquoi c'est écrit pas dans le reportage alors? Les petites villes, vous n'êtes pas là. Comment ça s'explique? Et du coup, moi, la question se pose. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour gagner? Le Grinch, Kermit la Grenouille, pas vrai qu'on n'est pas la dans Marthe les petites Feu villes. Vert, Non, attends, le bonhomme CTLM, l'aloe vera. Il y a quand même un droit de réponse. Droit de réponse. C'est pas vrai qu'on n'est pas dans les petites villes. C'est faux. Fake news alerte. On a 100 maires dans toute taille de ville. Il n'y en a pas à Vesoul, par exemple. Et bah, c'est très dommage pour les habitants de Vesoul. Bon. Réveillez-vous, Vesoul. Sur ce, je vous laisse. On vote surtout pas ça. Ça, c'était pour le délire et tout. Si je peux me permettre déjà. Hop là, ça dégage. Super. Allez, moi, je vous fais des petits bisous. Ça fait un énorme plaisir. Le chapeau, il est à toi, tu peux le garder. Non, je te jure, tu le gardes. Je crois qu'elle en veut vraiment pas. Merci beaucoup, Béa. À la prochaine. Bon, sur la veste verte, elle est vraiment constitutive de votre identité. C'est à ça que ça se joue, une identité politique? Non, mais c'est vrai que j'ai eu une veste verte que j'ai mise pour mon premier discours du scrutin national. Et en fait, il y a quand même un truc. Je vous parlais d'efficacité énergétique. C'est qu'en fait, quand tu es une meuf, c'est chiant. Parce que les mecs politiques, en fait, ils ont 2 costards. Ils mettent toujours le même. Personne ne les saoule. Et d'ailleurs, j'étais encore tout à l'heure sur un plateau, je suis arrivée, il y avait le journaliste et les 5 éditorialistes, ils étaient habillés tous pareil. Tu les confonds. Il y a un truc monotone et monocorde, mais qui leur demande pas d'effort. Et moi, en fait, je trouve que le côté uniforme, en fait, tu te réveilles, tu sais parce que pour les matinales, on se réveille quand même à 4h du mat, et en général, on s'est couché à minuit. Donc, tu te réveilles, au moins, tu te poses pas cette question-là, quoi. C'est une question de régler de moins pour une nana. Et par ailleurs, les vêtements, en fait, ça coûte cher. Donc, je préfère acheter 2 vestes qui tiennent, machin truc, et des chemises blanches, et c'est réglé, quoi. Et mon jean d'habitude, voilà. Très bien. Mais sachez que quand je suis chez moi, je ne mets jamais, j'ai mes vêtements normaux de chez moi, quoi. Il y a le côté boulot et puis il y a le reste. Très bien. Merci beaucoup, Marine Tondelier, pour ces différents éléments. Alors, on voulait vous finir aussi avec une petite séquence. Alors, comment on appelle ça, du coup? Happening? Non, plus happening. Qu'est-ce qui va se passer? Non, pas happening. Ouais, un questionnaire. Ouais, voilà, ça va être plus simple. Il y a un mec qui va descendre en rappel. Où vous répondez. C'est Bruno Retailleau, elle arrive du plafond. Où vous répondez assez rapidement une phrase ou 2 grand maximum. Ok. La question, c'est ça ira. Le capitalisme, alors. Ou ça ira pas. Bayrou, censuré, est-ce que ça ira ou ça ira pas? Alors Bayrou, ça va pas aller, ça je vous annonce que ça va quand même être compliqué. Mais il y avait un adjectif parce que censuré est censuré.
J'ai pas compris. Bayrou, est-ce qu'il va censuré. censurer? Vous allez le censurer ou pas censurer? Ça ira ou ça ira pas? Je comprends pas le jeu en fait. Si, il sera censuré. Est-ce que ça ira, ça ira pas? Non, Il prend le même chemin que Michel Barnier, il connaîtra le même destin, vraisemblablement. Lucie Castet, présidente, ça ira ou ça ira pas? Ce serait bien. Par rapport à tous ceux qu'on a eu avant, ce serait classe. L'énergie nucléaire en France, ça ira ou ça ira pas? Ça va pas le faire non plus. Sauf si vous avez une solution pour les déchets, pour l'approvisionnement de l'uranium et pour la montée des océans, mais la baisse du niveau de débit des fleuves. Si vous n'avez pas de problème avec tout ça, alors il n'y a pas de problème avec le nucléaire. Très bien. Les écolos sur une présidentielle anticipée, ça ira ou ça ira pas? Nous, ça va toujours. Je pense que vous avez compris que les écologistes étaient moins déstabilisables que la moyenne. Nous sommes par principe habitués à anticiper tous les risques, tout le temps. Tondelier, meilleur ami de la police. Oui, bien sûr. Et je pense que la police est les meilleurs amis de Tondelier aussi, c'est bien connu. C'est réciproque. Voilà. Très bien. Et celles et ceux qui me disent ça tous les jours sur Twitter, détendez-vous et changez de sujet. Je pense que vous n'avez peut-être pas toute l'histoire, ou alors ne voulez-vous pas comprendre, et là c'est un autre problème, c'est plutôt vous le problème dans ces cas-là. François Ruffin, avec sa superbe veste, l'écologie au cœur de son projet, ça ira ou ça ira pas? J'aimais bien quand il parlait du Front populaire écologique, il y a longtemps. C'était il y a 2 ou 3 ans. Je l'entends moins parler. Maintenant qu'il est chez vous, il est en Parlement? Il n'est pas chez nous. Il est dans le même groupe. Son parti, c'est Picardie Debout, il est rattaché au groupe écologiste, mais je lui ai fait la remarque récemment que je trouvais qu'il en parlait moins qu'avant. Maintenant qu'il est dans le groupe, c'est étonnant. Étonnant, non? Tondelier qui met la lutte des classes au cœur de son combat avec sa super. Vous voyez, derrière moi, c'est les briques rouges et c'est chez moi, donc voilà, c'est ton sur ton. Donc ça ira. On m'a dit d'ailleurs que j'avais une veste verte, mais des sous-vêtements rouges de la couleur de je sais pas quoi. Je comprends pas le jeu. Je comprends pas le jeu. Et alors, pour terminer, parler d'écologie avec son tonton Réac à Noël, est-ce que ça ira ou est-ce que ça ira pas? Moi, vous savez que mon oncle, il est commercial en pesticides. Et le dernier, en produits de soins des plantes, dit-il. Il m'avait même offert une tasse Roundup le dernier Noël, donc ça troll sévère dans ma famille. Et elle est où cette tasse? Elle est pas... Mais mon grand-père était agriculteur, mais en fait, ça sert à ça la famille aussi, c'est qu'il y a des débats politiques et qu'en fait, moi, je trouve ça hyper important de voir comment mes grands-parents, mes parents, qui n'étaient pas forcément écolos, réagissent quand ils regardent mes émissions. Ils disent, ouais, franchement, là, maintenant que tu le dis comme ça, je comprends. Et le but, c'est pas de se convaincre dans un entre-soi militant, c'est de se confronter à la France, quoi. Donc, puis par ailleurs, moi, Noël, ça va toujours. J'adore les fêtes de famille. Et voilà. Et même quand on s'embrouille, c'est sympa quand même. C'est comme le NFP. Très bien. Merci beaucoup, Marine Tondelier, d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci, Loumi, Emilio, Cyprien. Cette fois-ci, tu pars pour de bon, Cyprien. Il n'y aura pas de comeback. Merci. Vous avez de la chance parce que moi, c'est mon voisin de bureau, je ne le supporte plus. Merci. À demain.